Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Configuration un peu particulière là pendant les jours qui viennent. On est à l'approche de notre premier anniversaire. Et je me suis dit que j'allais vous redonner les éléments les plus intéressants de ce qui a été notre première année d'existence, ou plutôt, on va dire, les 6 derniers mois. Tiens, tenez. Là, vous allez voir, on va démarrer avec alors, des éléments assez spectaculaires que nous apportait Philippe Moati. Philippe Moati dirige un observatoire alors, des consommations, mais aussi des attitudes finalement économiques des Français. Le protectionnisme a de beaux jours devant lui. Amis libéraux, si vous avez envie de vous inquiéter, voilà, il faut écouter ça. Et puis ensuite, l'ensemble de nos entrepreneurs et leur mobilisation au cœur de cette année particulière. C'est parti. Philippe Moati, économiste et cofondateur de l'Obsoco, Observatoire... Société et consommation. Société et communication. Non, et consommation. Et consommation. La communication, c'est nous. Voilà, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant, Philippe. Philippe qui a écrit une tribune, ça devait être dans les Échos, je crois. Dans le Monde. Dans le Monde. Le Monde, en lettres gothiques. Autour de l'affaire Carrefour. Vous allez dire, quoi, encore l'affaire Carrefour? Oui, les amis, puis c'est peut-être pas la dernière fois même qu'on en parlera de l'affaire Carrefour, parce qu'elle me passionne, l'affaire Carrefour. Et Philippe Moati, donc, qui évidemment connaît très très bien l'univers du retail, l'univers de la grande distribution, etc. et tout, commence par être très très gentil avec le ministre de l'économie. Je me suis demandé, quand j'ai lu ça, Philippe, si vous le pensiez sincèrement. Vous dites, soit c'est un calcul politicien, voilà, hein, d'interdire aux Canadiens couche-tard de racheter Carrefour, soit un sursaut stratégique de la part de Bercy pour être présent dans l'économie des plateformes. Ouais. Je ne sais pas si Bruno Le Maire, il a lu cette phrase, mais à mon avis, elle est encadrée au-dessus de son lit, tu vois. Il y a un mec quelque part qui pense que Bercy peut faire un sursaut pour être présent dans l'économie des plateformes. Il y a un tout petit peu d'ironie, hein, ça n'a sans doute pas échappé au lecteur, mais effectivement, on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience à l'échelle du gouvernement de l'enjeu qu'il y a à faire émerger des champions dans la... Alors vas-y, parce que moi j'ai défoncé cette décision. Toi, tu sembles finalement y trouver un certain mérite, donc je veux t'écouter. Voilà. D'abord, effectivement, ça va dans le sens du poil de l'opinion. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, et je pense même que c'est la principale motivation. Là, on a beaucoup parlé du monde d'après la pandémie. Nous, on fait des enquêtes au fil de l'eau. Hein. Depuis le premier jour du confinement, on n'arrête pas de sonder les Français en qualitatif, en quantitatif. Et en fait, cette crise a accéléré certaines choses, consolidé d'autres, mais elle n'a rien fait d'émerger de complètement nouveau. Ce qui a vraiment percé, qui était déjà là, mais qui s'est intensifié, c'est un souci souverainiste, identitaire, quoi. En quelque sorte, une logique de fermeture, de repli sur soi, à toutes les échelles. On a vu le terme de souveraineté, de réindustrialisation, de relocalisation pointé en tête du débat public. Et les Français sont très, très chatouilleux actuellement sur cette question-là. Tout à fait. Donc on imagine mal Carrefour, quand même, bleu, blanc, rouge. Hein, et premier employeur de France. Premier employeur de France. Et c'est pas n'importe lequel, c'est celui avec lequel on a un contact quotidien, qui est partout dans nos villes, quoi. On n'a pas ce rapport avec beaucoup d'entreprises du CAC 40. Hein. Et donc, les voir partir pris par un capital étranger, je peux comprendre que dans le contexte actuel, ça passait pas, quoi. Juste alors, pour aller sur ce chapitre-là, puis ensuite on ira sur celui des plateformes. Alors, tu cites un chiffre qui doit être d'ailleurs d'une des enquêtes de l'Obsoco. 72% des Français pensent que la France gagnerait à nationaliser. Et tu fais une parenthèse, c'est-à-dire qu'en faisant le sondage, vous expliquiez bien le sens du malentendu. Voilà. Donc, nationaliser, rendre public une partie des entreprises dont la production est essentielle au bon fonctionnement du pays. 72%. Alors évidemment, Philippe, je te le dis très franchement, je n'y crois pas. Oui, il faut situer ça dans le contexte. Un sondage, les gens n'ont pas une demi-heure pour réfléchir à la réponse, c'est un peu épidermique, mais quand même. Ah, mais c'est énorme. Mais quand même. Ouais. Donc quand on parle de souverainisme, il y a effectivement un terreau actuellement très puissant. Sur ce 72%, tu as tous les tampons, tous les parchemins, c'est... 72%, c'est un vrai sondage, il est fait... Absolument. Mais de manière générale, le souci de repli géographique,
En fait, il réunit des extrêmes. On va évidemment trouver des identitaires, assez à droite sur l'échiquier politique, qui voient l'étranger comme une menace, un péril dont il faut se protéger, que ce soit sur le plan économique ou culturel. Et de l'autre côté, vous avez les écolos, ceux qui sont très sensibles à la question de la crise écologique et qui voient dans les excès de la mondialisation et une activité productive qui est éclatée aux quatre bouts de la planète, là, l'une des racines du mal. Donc, en fait, ça vous donne un socle de population extrêmement large qui attend une forme de relocalisation de l'économie. Voilà. Et de retrouver la maîtrise de notre économie par rapport à une mondialisation qui nous en a fait perdre cette maîtrise, incontestablement. J'écrivais parce que je me suis permis d'en faire un tweet de ton chiffre tellement il m'a saisi, Philippe, et je disais, les amis, enfin si vous êtes dans l'environnement Bismarck, qui est le nôtre, qui est plutôt effectivement international, ouvert, libéral, je crois qu'il va falloir éteindre la télé si on veut survivre à la campagne. Vous ne vivez pas dans le même monde, non, mais c'est très clair. Il va falloir éteindre la télé si on veut survivre à la campagne présidentielle, non, Philippe? Peut-être, mais je crois que ça... Parce que 72%, ça veut dire que tous les acteurs politiques vont aller sur le terrain de la défense, bien entendu, du nationalisme. C'est quasiment le seul point qui peut réunir un socle solide, et encore une fois, qui va draguer un peu de tous les côtés, quoi. Ça a déjà commencé, vous avez vu remonter la figure de Arnaud Montebourg, qui était un peu le champion de la démondialisation. Ça peut menacer Emmanuel... Enfin, pardon d'aller sur ce terrain-là, mais ça peut menacer Emmanuel Macron, ça, quand même, parce que il est plutôt l'image... Oui, Emmanuel Macron, c'était la mondialisation heureuse, c'était la Start-up Nation. Exactement. Nous avons réalisé l'année dernière une étude sur les utopies. À quelle société idéale les Français rêvent-ils? Et on avait testé 3 grands modèles de société, dont, en gros, la Start-up Nation, quoi, l'utopie californienne, quoi, on avait appelé ça l'utopie technolibérale. C'est celle dont les Français veulent le moins, alors que massivement, majoritairement, ils adhéraient à une société écologique. Et oui, donc il y a un petit décalage entre... L'utopie technolibérale, ça nous plaît bien, nous. Oui, non, mais ça va, nous on sait qu'on restera une niche. Non, mais ça veut dire que, sérieusement, politiquement, il va falloir qu'Emmanuel Macron gomme cet aspect de son personnage. Absolument. Il a commencé à le faire. Tranquillement, mais il va falloir en rajouter une petite cuillerée, disons. Bon, et l'autre point que tu mettais en avant, c'était le changement, et ça aussi ça m'intéresse beaucoup d'en discuter avec toi, le changement d'image des grandes surfaces dans l'opinion au regard de tout ce qu'on vient de traverser. Enfin, oui et non, en réalité. Alors vas-y là-dessus, ça m'intéresse. Ça fait des années que je sonde l'opinion sur l'image de la grande distribution, et on est confronté à une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que quand on interroge les Français sur leur confiance dans la grande distribution, dans les enseignes de la grande distribution, en restant là, dans la formulation, c'est une défiance massive qui est exprimée. De même d'ailleurs que pour les industriels de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot confiance ? Confiance en général, voilà. Oui, confiance, selon les sciences sociales, on considère que le terreau de la confiance, c'est la reconnaissance dans l'autre de la compétence, de l'intégrité et de la bienveillance. Voilà. Il m'est arrivé de faire une étude approfondie sur ces 3 points concernant la grande distribution. Compétence, oui, on leur fait crédit, ils sont compétents dans leur métier. Par contre, intégrité et bienveillance, non. Non, voilà. Donc ça, c'est chronique, ça fait très longtemps que ça dure, si vous voulez. Pendant la crise sanitaire, on l'a mesuré à plusieurs reprises, juste après le début du premier confinement, il y a eu une poussée de confiance, parce que c'était quasiment notre seul lien avec le monde réel, et on a compris à quel point c'était important. Et ils ont assuré, incontestablement. Puis très vite, on est revenu à la normale, quoi. Et donc on a, par rapport à la question de la confiance, un clivage, mais qui ramène à la discussion de tout à l'heure, entre une défiance énorme entre tous les gros acteurs, ce qu'on pourrait appeler les élites, quoi. Et dans le monde de l'économie, c'est les grandes entreprises, c'est les géants du numérique, ce sont les banquiers, les assureurs, les enseignes de la grande distribution, les grandes marques de l'agroalimentaire, tout ça, c'est massivement de la défiance que ça suscite. Alors qu'en haut du palmarès, suscite de la confiance l'artisan, le petit commerçant, la petite entreprise, le paysan, etc. Et ça se renforce. Ça, c'est la sympathie pour les petits, la confiance dans les petits, c'est renforcé pendant la crise sanitaire. Et ça va avec le local. On retrouve cette logique de repli sur soi et de défiance à l'égard d'un système, en réalité. Ça exprime ça. On n'a plus confiance dans un système dont on a le sentiment qu'il ne roule pas pour le bien commun. Et même qui nous rend victimes de la marche du monde, quoi. Et donc, si on a de la sympathie pour le petit, c'est non seulement parce qu'il est incarné par de l'humain, alors que le grand, c'est une institution. Donc, on se reconnaît en lui, mais on reconnaît en lui une victime, lui aussi, du système. Et ça crée un lien d'empathie. Donc, il y a quand même un terreau très inquiétant dans la société française actuellement. Même quand les gars se sont mis en 4 pour qu'il y ait du fromage râpé dans les rayons, quoi. Oui, mais on a plutôt reconnu le rôle du personnel, des caissiers et des caissières, bien plus que celui des premiers patrons. Corvées. C'est un formidable trouvaille. Mais non, mais en même temps, c'était quoi tes 3 éléments? La compétence, l'intégrité, la bienveillance. Et la bienveillance. En fait, ça colle, c'est-à-dire que comme ils sont compétents, oui, ils vont pouvoir se mettre en 4, et derrière, ils vont s'en foutre plein les fouilles parce qu'ils sont ni intègres ni bienveillants. Absolument.
On a même noté dans nos enquêtes qualitatives que ça créait, aux yeux du public, une sorte de dette. La grande distribution a profité quelque part de la crise, effectivement, ses chiffres d'affaires ont été boostés, incontestablement. Incontestablement. Et donc, elle est en dette à l'égard de son personnel d'abord. Ça, ils en sont conscients, Philippe. Ouais, je sais, mais il y a un décalage entre ce que font les acteurs et la perception qu'en a le public. Et là, le fossé est très grand. Ils en sont conscients, mais vu effectivement... À l'arrivée, tu n'as quand même que 2% de marge. Je sais bien. À l'arrivée. Ce qui n'est pas du tout la perception, effectivement, du public. Donc, on a déjà testé ça dans une enquête. Vas-y. La question était formulée de la manière suivante. D'après vous, sur un caddie d'une valeur de 100 €, une fois que la grande surface a tout payé, et on énonçait ses fournisseurs, son personnel, ses frais d'électricité, ses loyers, etc., combien reste-t-il de bénéfices nets ? Donc effectivement, la bonne réponse, c'est 2 à 3 €, donc 2 à 3% de taux de marge net. Ouais. La réponse moyenne qu'on obtient, c'est 32%. 32 €. Voilà. Donc évidemment, et après on pose la question de savoir si les marges de la grande distribution sont justes, fair. Ah non, elles ne sont pas justes, évidemment. Tout à fait. Non, c'est super intéressant parce que, alors, ça pour le coup, je ne sais pas s'ils en ont conscience. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux se disent, et alors peut-être un mot sur l'industrie agroalimentaire aussi, se disent, on a un levier, là, on a une chance historique pour essayer de se réconcilier avec la population, etc. et tout. Je t'entends et je dis, les mecs, n'y pensez même pas, quoi. Oui, alors, et l'industrie agroalimentaire. Je voudrais juste nuancer un tout petit peu cette défense à l'égard de la grande distribution, parce que quand on resserre un peu la focale et qu'on ne parle pas de la grande distribution, qu'on parle par exemple de Carrefour ou d'Intermarché, c'est mieux. Ah, ouais. Et quand on parle de son magasin Carrefour ou de son magasin Intermarché ou Leclerc, c'est encore mieux. Et on bascule plutôt dans la confiance. Là. Et est-ce qu'il y a entre justement les indépendants, mais les gens ne le savent pas ça, entre les Intermarchés, Leclerc Système U et Carrefour Auchan? Non. Après, ça reflète l'image qu'on a de la compétitivité de l'enseigne. Ouais. Et à ce moment, il y a un petit bonus pour les indépendants par rapport aux intégrés, mais ça ne résulte pas de la gouvernance. Et dernier point, j'en profite, pardon Philippe, mais quand on marie les deux là, parce qu'à un moment, c'est vrai que dans le débat sur Couche-Tard, on va revenir sur Couche-Tard, on s'est dit, non mais Bruno Le Maire il est gentil, mais Lidl, il a fait le job, ils sont allemands, exactement. Ils ont fait le job. Est-ce que là, les Français font une différence? Pas du tout. Aucune. Pas du tout. Non mais pas du tout. Non, mais c'est compliqué. Avoue que c'est compliqué quand même de gérer l'ensemble de ces histoires-là. Prendre des décisions politiques en ce moment. On est démocrate. C'est ça. On est patriotique, on est souverainiste, mais on va faire les courses chez Lidl, quoi. Ouais, absolument. C'est l'enseigne qui progresse le plus depuis plusieurs années. Bon alors, revenons derrière sur ce que tu appelles l'économie des plateformes. C'est-à-dire que l'essentiel de ton point de vue, c'est de dire la grande distribution, elle est à la rue. La grande distribution française, elle est encore aujourd'hui à la rue. Dis-moi pourquoi, Philippe. Parce qu'elle a raté en gros le virage du numérique. Alors la messe est dite dans le non alimentaire, à part quelques marques très fortes, et d'ailleurs je mets dans le même bain les marques industrielles et les enseignes de distribution, à part quelques-unes qui sont très très fortes et qui ont réussi à capter du public sur Internet en complément de ce qu'ils font en magasin, la plupart aujourd'hui n'occupent qu'une position tout à fait marginale. Internet est dominé par Amazon, voilà, alors, dans le non alimentaire. Dans le non alimentaire. Pour l'instant, dans le non alimentaire. L'alimentaire est resté en friche pendant des années. Il y a eu un petit emballement au moment de la nouvelle économie. Et puis très vite, moi qui connais bien ce milieu, on disait non, c'est bien pour les livres parce que ça rentre dans la boîte aux lettres et que c'est complètement formaté. C'est éventuellement bien pour tel type de produit, les produits techniques. Mais voyez, l'habillement, par exemple, non, jamais parce qu'il faut essayer, etc. Puis alors, l'alimentaire, vous n'imaginez pas les problèmes logistiques que ça pose, le dernier kilomètre, le contrôle des températures. Donc ça ne marchera jamais. Ça sera trop cher. Ça sera réservé à une élite parisienne, etc. Et donc, ils ont tous ouvert leur site à ce moment-là, parce qu'il fallait, pour la bourse, montrer qu'on était dans la nouvelle économie. Mais en fait, pendant 20 ans, il n'a quasiment rien fait. Je mets de côté le drive. Le drive j'allais venir sur le drive, Philippe. Mais c'est un hybride. Culturellement, le drive, c'est facile pour eux. Il y a une dimension physique. Alors évidemment, il faut passer la commande en numérique, mais c'est physique. C'est souvent attaché à un magasin, etc. Bon, ça ne transforme pas le flux logistique, ça c'est sûr. Exactement. Ce qui est très, très, très important. Et ça ne va pas au bout de la logique, qui est une logique de service, de comprendre quelle est la mission qu'une enseigne de distribution doit avoir à l'égard de ses clients. La grande distribution française, elle est née dans le contexte des 30 Glorieuses, quoi. Donc elle a une logique industrielle. Elle va chercher les produits à la sortie des usines et elle les met dans les meilleures conditions possibles à disposition des consommateurs localement. Mais c'est une logique descendante, amont, aval. Le capitalisme contemporain, il fonctionne à l'envers. Il part des clients, il essaye de comprendre quels problèmes se posent les clients et on essaye de bâtir des solutions. Et moi, je vous demande, et je leur ai demandé à plusieurs reprises, pensez-vous que la manière dont vous organisez cette activité de retail est la meilleure solution possible au problème qui anime les clients quand ils viennent de vos magasins, qui est de ravitailler la maison?
Bien non. Et on voit bien que le e-commerce avec livraison à domicile, c'est déjà une option qui est intéressante par rapport à ça. Et ça, ils l'ont pas développé. Jusqu'au moment où Amazon, aux États-Unis en particulier, commence à traiter le sujet et montre que c'est possible. Tout simplement. Amazon et parce que Walmart. C'est-à-dire, pendant que vous vous félicitez des succès de votre drive, eux, ils inventent une serrure connectée qui fait que le gars, il va mettre les courses dans le réfrigérateur, quand même, Exactement. le gars de Walmart. C'est-à-dire que Walmart a compris la menace très vite. Premier distributeur du monde, les amis, 500 Exactement. milliards d'euros de chiffre d'affaires, je crois que c'est ça à peu près. Possiblement dépassé en 2021 par Amazon, ce sera intéressant. Voilà. En tout cas, non, mais juste pour donner une ordre de grandeur, c'est toujours très important. 500 milliards d'euros, l'ensemble couche-tard Carrefour aurait fait un peu plus de 100 milliards d'euros à peine. Voilà. Tout petit, c'est tout petit. Oui, à l'échelle du monde, c'est tout petit. Donc Walmart a compris, alors aussi avec un retard à l'allumage, mais sans doute parce que Amazon était plus proche géographiquement, a compris qu'il y avait une vraie menace là-dessus et a investi mais massivement pour essayer de ne pas se faire marginaliser. Mais il faut voir la disproportion entre les moyens engagés et les résultats. C'est très très modeste, très modeste. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos grands distributeurs là, ils sont en train pour l'instant de vivre le chant du cygne, c'est-à-dire ils sont en train de vivre sur des acquis qui petit à petit ils ont laissé désagrégés. Ils ont laissé une pieuvre se développer. Alors qui donc a déjà la main mise sur le e-commerce non alimentaire et qui continue de progresser. On vient d'avoir les chiffres d'Amazon. Malgré la dimension actuelle d'Amazon, son chiffre d'affaires a encore progressé 35%. 35% sur une base qui s'était déjà accrue à peu près la même base. C'est complètement dingue. C'est absolument monstrueux. Mais donc des ils moyens ont acheté d'investissement. une grande chaîne qui s'appelle Whole Foods. Voilà. Visiblement, Rodolphe Bonas que je recevais, qui a été voir un petit peu. On sent, pour l'instant, ils n'en ont rien fait. Voilà, il n'y a pas la patte d'Amazon autour de Whole Foods. C'est parce qu'ils ont récupéré quelque chose d'existant. En parallèle, ils sont en train de créer leur réseau d'épicerie. J'ai cru comprendre qu'ils s'apprêtaient à l'étendre beaucoup plus vite en passant à la franchise, ou à une formule de ce type-là. Tout à fait. Bref, donc, ils vont tout droit. Dans le physique. Voilà, ils vont dans le physique. Donc l'idée de se dire, à la limite, on a perdu la bataille de l'Internet, mais c'est pas grave, on gagnera la bataille du physique, et pendant longtemps, de toute façon, le physique pèsera plus lourd que l'Internet. Je crois que c'est fini, ça. Amazon nous montre que ce qui l'intéresse, c'est de maîtriser les marchés de consommation. Et en réalité, bien plus que les marchés de consommation, mais ce qui nous préoccupe ici, c'est les marchés de consommation. Et il y a une menace terrible. On a pris du retard. Je pense qu'il est impossible aujourd'hui pour nos distributeurs pris un à un de contrer Amazon dans ce positionnement de généraliste. C'est absolument impossible, c'est trop tard. Le seul sursaut qu'on pourrait avoir, c'est une sorte d'union sacrée de grands distributeurs à l'échelle européenne. Qui réunissent des moyens, mais j'y crois pas d'abord parce que c'est les frères ennemis, oui, c'est ça, que ça sera anticoncurrentiel. Tout ce que tu me dis me fait dire, mais bon Dieu, parce que, alors peut-être que c'est pas à la hauteur, mais enfin ils étaient quand même prêts à mettre 3 milliards par an sur la table, couche-tard, justement pour essayer d'avancer dans le plan de modernisation. Ça aurait été, à mon avis, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide que cette alliance des grands distributeurs européens. Non, ça, je n'y crois pas un instant. Je pense que la deuxième option qui est possible, et c'est celle-là que je me disais peut-être que c'est ça que le gouvernement a dans l'esprit lorsqu'il met son veto, pour garder Carrefour comme un acteur avec lequel on pourrait compter pour mettre en place une politique, c'est de bâtir des plateformes locales. On l'a vu pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, un tas d'initiatives qui réunissaient quelquefois la grande distribution et des petits commerçants de quartier, qui se sont montés sur les territoires et qui ont été une sorte de parade, qui ont rencontré un vrai succès, parce que ça rencontre en plus ce désir de local de la part des consommateurs et des citoyens. Donc il y a une opportunité, je pense, mais il faut la saisir très très vite. Ça s'appelle Système U, ce que tu décris. Non, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Je pense qu'il faut une union sacrée de ceux qui ont les compétences requises à haut niveau, parce qu'on a bricolé là pendant le confinement, à haut niveau, c'est-à-dire la Poste, d'autres logisticiens, des spécialistes de la data, du marketing, des boîtes de télécom, des gros acteurs de l'économie française qu'on réunit avec des distributeurs et on réunit des compétences pour être capable d'implanter sur les territoires des plateformes locales qui font de l'alimentaire, du non-alimentaire, des services, de la vie démocratique locale, etc. Voilà, c'est peut-être un rêve, mais c'est un projet qui a une chance d'aboutir, parce que Amazon est trop gros pour attaquer le marché comme ça. Il le fera, mais il ne l'a pas encore fait. Donc on a une chance peut-être d'arriver à tirer notre épingle du jeu. Non. Un peu fumé quand t'as inventé ton truc là, non, je crois union pas. sacrée de l'ensemble des gros acteurs. Les grands acteurs ensemble, je crois pas. Dans un monde idéal, là, la Poste, Géodis, machin, etc., qui viendraient. Quand on regarde ce que l'on a fait durant les belles heures des 30 Glorieuses avec le plan, ça correspondait à ça, des grands projets nationaux où l'État fait le rôle de rapprocheur, de marieur, on combine les choses dans un cadre on est au projet. bout, on se reparlera. Tu ne peux pas me dire d'un côté, le capitalisme a changé, il part de l'individu pour remonter, et me dire que l'État aujourd'hui peut encore planifier et peut encore avoir... Impulser, favoriser, inciter. Tout va trop vite pour lui, Philippe. C'est possible. C'était passionnant.
Philippe Moati, donc Lopsoko, qui était notre invité sur Bismart. On repart les amis. Alors comme je vous le disais, on va radicalement changer d'ambiance là pour le coup. Salut Florent Malbranche, donc avec nous, PDG, cofondateur de Brigade. Bonjour. Alors on dit un mot, puis après tu vas me raconter comment tu gères tout ça. Brigade, c'était il y a combien de temps j'ai dû noter ça quelque part. 5-6 ans 5-6 ans, c'est ça, on a lancé l'activité en 2016. Et l'idée c'était l'appli pour les extras. Les extras de l'hôtellerie-restauration. C'est ça. L'appli super pratique qui s'occupait de tout, qui donnait d'ailleurs une forme d'indépendance, de garantie, notamment de garantie juridique, de sécurité, etc. Tu faisais tout pour les extras. Exactement. Sur des missions de 24-48 heures, parfois plus courts. Et donc là, bim, tout s'est arrêté. 14 mars, tout s'arrête. Tout s'arrête en France d'ailleurs, en Angleterre et aux Pays-Bas. Les 3 pays sur lesquels on était présents. Impossible à anticiper, évidemment. Évidemment. C'est jamais arrivé. Donc là, on regarde un peu spectateur ce qui se passe. Et la première chose à laquelle on pense, c'est la communauté. On a 15 000 personnes sur la plateforme, 15 000 personnes qui comptent sur nous pour travailler, pour gagner de l'argent et donc pour vivre. Ouais. Et donc là, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ? On a toujours considéré qu'on était une plateforme qui avait une forme de responsabilité, jamais trop rentré dans ces débats-là, c'est-à-dire ce sont des partenaires, en fait, les indépendants qui travaillent avec nous. Sans eux, on n'est pas grand-chose, et sans nous, en fait, ils sortent. Et puis, tu facilitais l'ensemble de leur démarche. Exactement. Non, vraiment, et du coup, c'est une formidabilité, évidemment. Et du coup, on a besoin d'eux, on a besoin de prendre soin d'eux. Donc, première décision, c'est comment on les sécurise financièrement, ça c'est extrêmement important. Et alors, comment t'as fait ? On met en place un fonds de solidarité qu'on autofinance dès le, je sais plus, 24 ou 48 heures. Et ben ça coûte cher. Et donc on décide de mettre ça en place et on vient sécuriser les utilisateurs qui sont le plus dépendants. En fait, ils gagnent le plus d'argent sur la plateforme parce que de facto sont les plus impactés par la crise. Et donc on finance pendant quelques semaines un espèce de filet de sécurité pour quelques centaines d'euros. Mais parce qu'il y a déjà eu. Il a mis du temps à se mettre en place le fonds de solidarité. Ça c'est le deuxième élément de l'État, voilà. Tout à fait. Mais toi, au-dessus même que... Non. Donc, en fait, c'est notre première réaction. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose. Donc, on prend cette décision et on vient sécuriser 75% des revenus des personnes très dépendantes de la plateforme. Combien ça représente combien de personnes ? Ça représente quelques centaines de personnes et en coût, ça nous a coûté quelques dizaines de milliers d'euros. D'accord. J'ai plus le chiffre. D'accord. Mais en parallèle, par contre, on travaille avec le gouvernement et on enchaîne justement les rendez-vous avec le gouvernement pour que ces indépendants puissent intégrer le fonds de solidarité. Et ça, c'est le relais qu'on vient trouver. Et moi, c'est l'incroyable découverte en fait de cette crise, c'est que les indépendants ont été pris en compte en fait pour la première fois depuis extrêmement longtemps. Tout à fait. D'un côté, pour les salariés, on vient mettre en place quelque chose qui existait mais qui n'était pas développé, l'activité partielle. Et pour les indépendants, on vient mettre en place ce fonds de solidarité. Donc on en parlera peut-être. Vas-y. Qui a beaucoup évolué en fait, qui était très simple et plutôt efficace. On va dire les 3 premiers mois de mars à juin. Ensuite, qui a disparu parce que reprise, réouverture des restaurants. Et d'ailleurs, pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et reprise super forte d'ailleurs, super dynamique, etc. Pour nous, excellente nouvelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on a hyper confiance en l'avenir. C'est que l'activité repart instantanément sur la plateforme. Les missions retombent partout en France, pareil en Angleterre. Mais alors donc, quand ça a refermé là en novembre, fonds de solidarité différent alors à ce moment-là, exactement. Fonds de solidarité différent à ce moment-là. Alors, pas différent tant dans les montants et les conditions d'accès, mais beaucoup plus contrôlé. Il y a sûrement eu des fraudes et des abus, ça on l'entend, mais la conséquence première, sans rentrer dans le détail, c'est que les délais s'allongent en fait. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'indépendants qui attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois pour toucher les aides. C'est quoi c'est 1 500 euros, c'est ça ? C'est 1 500 euros maximum. Hein. À condition d'avoir perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires. Mais ça veut dire qu'il faut que tu aies quand même déjà une année d'activité, c'est-à-dire il faut que tu aies un bilan à présenter pour avoir les 1 500 euros. Pas forcément, non. Il y a plusieurs façons de comparer son chiffre d'affaires. Et là aussi, tu leur as apporté une aide, c'est-à-dire Brigade du conseil. C'est ça, voilà. De l'assistance, bien sûr. Évidemment. Comment faire, qui appeler, quelle démarche entreprendre, etc. Tout à fait. Mais peut-être ce qu'on peut souligner, et qui est probablement le plus important, c'est qu'en fait, c'est bien les aides, mais il faut leur retrouver du travail. C'est ça notre rôle en tant que plateforme. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter des missions sur la plateforme. Et ça, c'est le deuxième. Évidemment, on les a aidés. Évidemment, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'ils aient accès à ce fonds de solidarité. On s'est aussi appuyé d'ailleurs sur certaines organisations syndicales. J'en profite pour souligner le travail exceptionnel qui est fait par Indépendant.co, qui est fait par Union, qui viennent justement en soutien de ces indépendants-là et qui peuvent les assister. D'ailleurs,
d'ailleurs je passe le message, qui peuvent les assister en cas de situation un petit peu compliquée. Très intéressant, absolument. Donc ça c'est un travail magnifique qui est réalisé et qu'il faut souligner. Nous, en parallèle, en fait, il faut trouver des missions. Et c'est là, d'ailleurs, où je suis extrêmement fier des 12 mois qui viennent de passer, c'est qu'on a réussi à passer... depuis le début, je dis, Brigade, c'est une start-up dans les RH. C'est pas quelque chose dans l'hôtellerie-restauration. L'hôtellerie-restauration, c'est le premier pan, première industrie à laquelle on s'attaque. On a déjà eu la discussion, on a parlé plein de fois. J'ai vraiment à cœur que les gens comprennent ça. Et en fait, ça nous a donné l'opportunité de ça. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la crise, en fait? Les EHPAD, les cliniques, les maisons de retraite, mais les gens ne voulaient plus trop aller travailler, en fait. Et donc, ils avaient besoin... En fait, tous ces établissements sont plus ou moins des gros hôtels, en fait, médicalisés. Et de la restauration. Et de la restauration. Tout à fait. Exactement. Et donc, c'est là, en fait, où nous, on a eu le plus d'impact et le plus de valeur ajoutée. C'est qu'on est passé de 0 mission sur ce secteur à plusieurs milliers par mois en quelques mois. Avec une formation particulière, alors j'ai appris ça. Exactement. Il faut une formation particulière pour aller bosser en EHPAD quand même. Il faut savoir travailler dans un milieu médicalisé. Voilà. Ce qu'on sert dans un EHPAD est forcément un petit peu différent de ce qu'on peut servir au restaurant. Et donc, c'est là où on a eu le plus de valeur ajoutée, en fait. C'est offrir cette formation. Enfin, offrir financièrement, c'est pas le point, en fait. C'est prendre le temps de l'organiser, en ligne, évidemment, et faire en sorte que toutes les personnes... C'est-à-dire qu'elle n'existait pas, la formation? Si, elle existait, mais il fallait la rendre accessible. Donc, on s'est appuyé sur des partenaires pour le faire. Et donc, on a pu former comme ça des centaines de cuisiniers, de chefs, aux contraintes du milieu, on va dire, médical ou médico-social, et qui, aujourd'hui, réalisent des missions dans tous ces établissements. Et ça, c'est absolument... Les équipes chez Brigade ont été incroyables là-dessus. C'est génial, quand même, bien sûr. Plusieurs milliers de personnes, tu dis? Plusieurs milliers de personnes, bien sûr, oui. Ouais. Et alors maintenant, est-ce que tu n'es pas quand même, parce que tu dis je suis très optimiste, parce que dès que ça va rouvrir, ça repart? Il y aura une phase de relance, évidemment. Mais il n'y a pas un certain nombre de tes gars qui se disent oula, plus jamais ça, moi je change de métier. Ou plus jamais ça, moi indépendant. Waouh, c'est terrible, je veux rentrer dans une boîte. Indépendant, non. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Personne ne nous l'a remonté. Bah non, parce qu'ils ont été reconnus une fois de plus, en fait. Et donc ça a été difficile. Non, mais ça a été difficile. Mais on a vu, en fait, les opportunités sont quand même multipliées. Oui, il y en a qui sont allés vers d'autres secteurs. Et d'ailleurs, quand on leur demande, on arrive à un chiffre d'à peu près 30% qui se pose la question de est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans l'hôtellerie-restauration? C'est normal. On est au plus dur de la crise. En fait, quand on pose la question maintenant, c'est dur d'être optimiste. Mais on ne va pas rester comme ça. En fait, le monde, ce n'est pas un univers de rues fermées avec des terrasses empilées. Je n'en peux plus de voir cette photo de chaises empilées. Mon Dieu, mais nous aussi, quoi. Et donc, ça va revenir, c'est évident. D'ailleurs, on le voit en Italie, ça revient en Angleterre. Parce que nous, en fait, j'entendais juste avant, on parlait de regarder l'international. Ouais. C'est extrêmement important, surtout dans une crise comme ça-là. Ouais. Nous, on a notre équipe en Angleterre qui est prête aussi. On voit que les deadlines en Angleterre commencent à être un petit peu affinés. En France, c'est vrai qu'on est toujours dans le flou. Je leur jette pas la pierre, c'est extrêmement compliqué comme situation, mais on sait que ça va réouvrir en fait. Et comment est-ce que tu entretiens? Parce que certains de tes gars, alors oui, il y a eu l'été, mais on va dire certains de tes gars ne bossent plus depuis 6 mois. Comment tu t'entretiens une communauté, t'envoies des messages, t'essayes de faire vivre? Comment est-ce que ça se passe dans ces cas-là? On fait tout ce qu'on peut, c'est sûr. On organise des événements en ligne, mais tout le monde sait que ça commence à fatiguer un petit peu les événements en ligne. Mais pas plus tard qu'hier, d'ailleurs, on en avait un et c'était formidable. On avait une centaine de personnes connectées, ce qui est quand même déjà bien sur cette communauté-là, et qui, je sais pas, on sentait qu'il y a une forme de confiance, on s'est installé dans j'appelle ça le faux plat là, qui dure un peu, mais tout le monde voit bien que ça va repartir. Enfin, honnêtement, j'ai très confiance en ce qui va se passer. Et il ne faut pas oublier, on a des missions qui tombent tous les jours aujourd'hui. C'est-à-dire, tu as des missions qui tombent tous les jours? En restauration, en santé. Oui, c'est ça, mais en santé, parce que tout le reste est fermé. Bien sûr. Oui, voilà, mais bon, ça fait quand même travailler plusieurs centaines de personnes tous les jours. Quelle leçon tu vas tirer Alors, d'abord, j'imagine quand même... tiens, c'était une phrase, ça, un des premiers trucs que j'avais appris, c'est... ta trésorerie est plus importante que ta mère. TTPTM, je crois que c'était quelque chose comme ça. Phrase de start-upper, ta trésorerie est plus importante que ta mère. J'espère qu'elle ne va pas regarder. Tu comprends le truc, quoi. Oui, c'est extrêmement important. Et évidemment, il faut avoir un œil rivé dessus en permanence. Parce que toi aussi, ton chiffre d'affaires, il s'est effondré quand même. Ah bah oui. Enfin, effondré, non, d'ailleurs. Je dis oui, c'est pas vrai. Non, grâce au système de santé. Exactement. Ouais. En fait, on a fait moins 20% par rapport à l'année d'avant. D'accord. Enfin, 2020 comparé à 2019. C'est correct.
pour une année où l'ensemble de nos clients sont fermés pendant plusieurs mois, c'est plutôt pas si mal. Donc on s'en sort plutôt bien. La croissance a pris un coup, ça c'est vrai, mais on revient en fait. Et je reviens sur la santé. La santé, c'est pas un pansement qu'on est venu coller. C'est-à-dire que depuis le début, on sait qu'on veut développer cette industrie. On parlait de ma mère à l'instant, elle est infirmière, et donc je connais bien la santé depuis longtemps. Et donc c'est quelque chose que j'ai à cœur de faire. Aujourd'hui, on a un deuxième vertical chez Brigad, qui est celui de la santé. On a plusieurs centaines de soignants qui comptent sur nous pour travailler. Demain, quand la restauration réouvre, en fait, on va 2 fois plus vite. Et donc ça, c'est pour moi, je suis impatient. Je suis comme un enfant avant Noël. En fait, j'attends que les restaurants réouvrent pour avoir ces deux réacteurs. En fait, et cette deuxième verticale, elle s'est faite à la force du poignet, dans l'urgence. Tu pensais, mais en fait, tout a été accéléré par ce que tu as traversé. Il faut y aller. Donc on a hésité. D'ailleurs, on a cherché. On a lancé l'agriculture. À un moment, il y avait les agriculteurs qui disaient on va avoir mal à trouver. Je me souviens très bien de cette histoire. On a lancé ça. C'est encore vrai d'ailleurs, sur le ramassage notamment des fruits. Oui, c'est pas un franc succès. Et puis petit à petit, en fait, via la restauration en santé, c'est les besoins de personnel de soins, en fait, se sont fait. On les connaissait, mais en tout cas, les gens nous ont dit votre plateforme fonctionne très bien, on a envie de l'utiliser pour le personnel de soins. Et donc, on a regardé si c'était faisable. On a lancé ce test en septembre. Aujourd'hui, ça marche extrêmement bien. On réembauche aussi chez Brigad, ce qui est une super nouvelle. Et donc non, très confiant en l'avenir. Et puis cette crise, donc pour parler des leçons, 1, dépendre d'une industrie, c'est dangereux. 2, c'est mieux. Et puis, en fait, ça nous a permis de prendre un petit peu de recul et de prendre du temps, de mieux faire les choses. On a travaillé sur plein de sujets, qu'ils soient produits, la communauté, on en parlait à l'instant. Ça nous a permis aussi de prendre le temps de devenir une entreprise à mission. Depuis longtemps, je clame notre différence en disant que voilà, moi je veux construire une plateforme qui soit éthique, qui soit responsable, qui soit durable. Je veux trouver un modèle qui tienne dans le temps, qu'on soit une vraie... Je ne dis pas que Brigad est le futur du travail, je dis qu'on est un morceau du futur du travail. Et donc on a fait ça, on a fait cette conversion en entreprise à mission. Et donc voilà, et aujourd'hui on est Open Classroom en même temps que toi. Il y en a plein. Ouais, absolument. Mais parce que vous avez des parcours pour moi qui sont un peu comparables. On a tellement hâte que ça reparte et on est impatient. Florent Malbranche, PDG, cofondateur de Brigad, notre invité sur Bismart. Allez, c'est parti. Mathieu Masselin, donc avec nous, fondateur de Wondercraft. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va peut-être commencer par regarder en fait Wondercraft. Voilà. On va regarder ce qui s'appelle Atalante. Pardon pour ceux qui nous écoutent en podcast, pour ceux qui nous écoutent à la radio, mais alors d'abord je pense que vous connaissez, et puis vous allez très vite comprendre. Mais justement, alors j'espère qu'on va pouvoir le voir, mais oui, enfin bon, il va arriver. Voilà, il arrive. Ah oui, alors voilà, effectivement c'est une bande de démo, donc c'est d'abord quelqu'un qui marche tout à fait normalement, et puis voilà ton exosquelette qui se met à la place de celui qui marche. Pendant qu'on voit... Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit aussi énorme que ça, Mathieu? J'ai vu qu'il y avait, alors ça pour le coup c'est un truc que je ne sais, 12 moteurs à l'intérieur de cette machine. Exactement, 12 moteurs qui sont comparables à ce qu'on va trouver dans des vélos électriques par exemple. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que le corps humain c'est une machine qui est extrêmement complexe. Et c'est cette complexité qui lui permet de faire tout ce qu'on fait au quotidien. C'est-à-dire qu'on est capable de marcher, de courir, de grimper dans les arbres, de sauter, de faire du parcours pour certains. Et ça, on peut le faire parce qu'on a beaucoup de muscles qui nous permettent de vraiment bouger dans toutes les directions et nous rattraper à chaque instant. Et c'est ça qu'on reproduit avec notre exosquelette Atalante. C'est cette capacité à faire des mouvements dynamiques qui vont nous permettre de reproduire toutes les capacités du corps humain. Et donc, c'est exactement ce qu'on a voulu faire depuis le début. C'est être le premier exosquelette qui n'est pas juste là pour faire bouger les jambes sans vraiment avoir réfléchi à pourquoi on fait bouger les jambes, mais ce qu'on veut, c'est reproduire la marche humaine pour ce qu'elle apporte en termes d'autonomie, de santé, et ce que ça va faire. Et donc ça veut dire qu'il faut des moteurs dans les hanches, oui, indépendants des moteurs qui sont dans les genoux, oui, indépendants des moteurs qui sont dans les chevilles. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est ce que vous venez de décrire là, c'est notre architecture. C'est au niveau des hanches
pour faire tous les mouvements, pour pouvoir écarter la jambe, la lever, au niveau des genoux pour pouvoir accélérer et au niveau des chevilles pour pouvoir, entre autres, gérer l'équilibre et la direction. Et donc, il faut qu'on ait des algorithmes qui pilotent tous ces moteurs, parce qu'il y a 2 jambes, hein, évidemment. Et ces algorithmes, ils doivent fonctionner très, très, très vite. C'est ce qu'on appelle à très haute fréquence. C'est des algorithmes temps réel, parce que le temps de décision, c'est la milliseconde. C'est-à-dire que toutes les millisecondes, il faut qu'on dise à ces moteurs, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour, si je suis en train de marcher, continuer à marcher. Si quelqu'un me pousse sur le côté, me rétablir mon équilibre. Si je suis en train de monter des marches, pousser un peu plus fort parce qu'il faut monter. Et ça, c'est le savoir-faire qu'on a développé chez Wondercraft. Et aujourd'hui, on est capable de faire tout ce que je viens de décrire. Celui qu'on voit là, donc, qui lance un ballon de basket dans un panier, donc il est paraplégique. Ouais, c'est Kevin. Il n'y a plus d'impulsion, c'est-à-dire qui donne l'ordre premier qui va faire que le moteur de la hanche va... Ouais. Alors ça, c'est Kevin, parce qu'il a effectivement plus de motricité en dessous de l'abdomen, en gros, mais il peut encore bouger le haut de son corps. Et nous, on vient l'équiper, c'est ce qu'on voit dans les images à l'écran, d'un gilet qui va analyser les mouvements qu'il fait avec le haut du corps. Et en fonction de ces mouvements, l'exosquelette va se lever. Donc c'est pour ça qu'on le voit faire une impulsion au moment où il veut se lever. Et ça, à Talent, l'exosquelette comprend que c'est une commande pour lui qui lui dit « lève-toi ». Il sent qu'il est assis, il a la commande, il en déduit qu'il faut se lever. De la même manière, quand il veut commencer à marcher, il va mettre une impulsion avec le haut du corps et l'exosquelette va se mettre à marcher. S'il voulait aller sur le côté, il bougerait un petit peu les épaules d'un côté et de l'autre. Donc on a développé toute une interface qui est super intuitive parce que ça correspond de toute façon à ce qu'on aurait fait en tant qu'être humain. Alors peut-être de manière un petit peu plus marquée pour la marche, mais par exemple, quand vous voulez vous lever, vous faites exactement ça, une grande impulsion vers l'avant parce que vous créez la dynamique qui vous envoie vers l'avant et ensuite vous vous relevez. Et donc, lui, Kevin, il a appris finalement à marcher avec Atalante ou... En fait, il fait ce qu'il faisait quand il avait des jambes et Atalante le suit comme des jambes pouvaient le suivre. Il a appris, mais c'est un apprentissage qui prend de l'ordre de 10-15 minutes. C'est-à-dire que quand on a rencontré Kevin, c'était dans le cadre d'une compétition qui s'appelle le Cibathlon, qui sont un peu les JO des exosquelettes. Et on cherchait un pilote pour représenter Wondercraft à cette compétition. On l'a fait monter dans l'exosquelette, il s'est mis dedans, il s'est levé instantanément, il a commencé à marcher dès le début. Donc en fait, l'apprentissage est très rapide. Après, pour maîtriser parfaitement, effectivement, on s'améliore au fil du temps parce qu'on comprend mieux comment la machine va réagir et puis on arrive à mieux fonctionner avec elle. Mais marcher avec Atalante, c'est quelque chose qui se fait le premier jour où on rentre dans Atalante. Et tout ça, c'est quoi? C'est 8 ans de boulot? Ouais, on a commencé en fin 2012. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, on a commencé, on n'avait rien. Donc, on est parti vraiment de zéro. Et quand on a commencé, beaucoup de gens nous ont dit, c'est pas possible. En fait, déjà, faire marcher des robots, les plus grands labos de robotique s'y sont cassés les dents. Alors, imaginez qu'un robot va accueillir un être humain qui va le perturber dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'il fait dedans, et que ça va marcher. On a eu beaucoup de scepticisme. Et aujourd'hui, c'est génial parce que, par exemple, là, vous voyez les images de Kevin. Au Cibathlon, on a fonctionné devant tout le monde. Tout le monde a pu voir qu'effectivement, aujourd'hui, avec notre exosquelette, on marche, on monte des escaliers, on tourne et on est capable de faire tout ça juste avec l'exosquelette. Je me souviens, Mathieu, que Wondercraft est resté silencieux pendant de très nombreuses années parce que tu portes un tel espoir, en fait, avec cette machine, que tu ne voulais surtout pas, justement, aller au-delà, que la promesse soit en fait trop forte pour ceux qui sont aujourd'hui paralysés. Aujourd'hui encore, il faut être clair, moi je vois bien dans tout ce que tu communiques et ce que vous communiquez, je trouve ça très bien, c'est aujourd'hui c'est pour améliorer la rééducation. Ouais. Il n'est pas question de sortir dans la rue avec Atalante. Non, il n'est pas question de sortir dans la rue avec Atalante, mais on sait que c'est faisable. Et c'est ça qui a changé un petit peu dans les derniers 6-12 mois, c'est que aujourd'hui, on sait, parce qu'on a pu le tester chez nous, que c'est faisable. On est capable de gérer l'environnement réel. Le Cibathlon, c'était un bon exemple de ça. On était obligé de fonctionner sans aucune des mesures de sécurité qu'on peut avoir en centre de soins. C'est compétition entre les différents exosquelettes. Voilà. C'est ça, c'est un peu c'est les JO de toutes les équipes de recherche, etc. Même certains industriels quand ils veulent se confronter aux équipes de recherche. Et en fait, on voit qu'on est capable de gérer l'environnement urbain. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le produit pour et qu'il est disponible aujourd'hui, mais ça veut dire que aujourd'hui, on sait qu'on va réussir, en fait. C'est juste une question de temps. Est-ce que ce sera 2, 3, 4 ans avant que ça puisse devenir mainstream? Avec une machinerie qui sera aussi lourde que celle-là? Non, avec une machinerie qui sera beaucoup plus légère et beaucoup plus intégrée, on va dire. Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille, c'est une nouvelle plateforme
qui justement sera beaucoup plus compacte, beaucoup moins visible, on va dire, beaucoup moins encombrante et qui permettra de se déplacer un peu partout. Mais quand je lis améliorer la rééducation, Kevin, donc là, par exemple, lui ne marchera plus jamais sans. A priori, non, sauf s'il y a des des avancées voilà, incroyables. Donc ça veut dire que c'est pour ceux qui peuvent encore avoir récupéré. Pas que en fait. Et c'est ça qui est super excitant en ce moment, c'est que on a commencé la commercialisation d'Atalante assez récemment, fin 2019. Et depuis fin 2019, il y a des équipes médicales, souvent celles qui sont le plus en avance, qui sont vraiment au forefront de la recherche, qui utilisent Atalante dans leur pratique clinique, au quotidien, pour traiter leurs patients. Et en fait, ils voient ce que nous, on ne peut pas savoir forcément en tant qu'ingénieur. Alors nous, on a des médecins dans l'équipe, etc., mais on n'est pas avec les patients au quotidien. Eux, ce qu'ils voient, c'est que ça peut être utile dans beaucoup de cas de figure. Et même pour des patients comme Kevin, par exemple, rien que le fait de se reverticaliser, ça a un impact important, très important sur leur santé. Et donc, par exemple... Sur tout le métabolisme. Exactement. En fait, on discutait avec un professeur de médecine de la PHP, professeur Graciès, qui est quelqu'un de vraiment visionnaire aussi. Et ce qu'il explique, c'est que tous les tissus du corps humain s'altèrent quand on est en position horizontale prolongée. Et donc, c'est très important de remobiliser les gens, de les redresser, de les reverticaliser, de leur faire des choses debout. Et ça a un impact, alors qu'on est en train de quantifier à travers des études cliniques, mais sur la santé. Et par exemple, à Berck, qui est un de nos très grands partenaires aussi, c'est même pas des patients paraplégiques qui utilisent l'exo, c'est des patients tétraplégiques. Donc c'est une première mondiale. Ouais. Aucun autre exosquelette est capable de faire ça, parce que les autres exosquelettes reposent sur des béquilles, et on imagine bien qu'un patient tétraplégique, il ne va pas pouvoir utiliser de béquilles. Et en fait, ce qu'ils sont en train de voir, c'est les effets d'utiliser Atalante au quotidien avec ces patients. Donc on ne peut pas en parler encore avant d'avoir des résultats propres, nets, etc. Mais eux, ils voient un intérêt certain. Et donc là, alors, ce Nobel-là, Le prix Galien. Voilà, le prix Galien. Donc, association avec un laboratoire américain, c'est ça Exactement. En fait, aujourd'hui, on est en train de s'ouvrir aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a l'autorisation de commercialiser notre exosquelette en Europe. C'est ce qu'on appelle le marquage CE dans le jargon. Et on a besoin de la même autorisation aux États-Unis par l'agence dont tout le monde parle en ce moment à cause de la crise Covid, la FDA. Donc c'est vraiment le sésame pour entrer sur le marché américain. Et pour avoir cette autorisation, on récolte un certain nombre de données, on fait un certain nombre de tests pour montrer que l'exosquelette est effectivement safe pour les patients. Et donc pour ça, on s'est associé avec un des plus prestigieux laboratoires aux États-Unis sur les aspects cliniques de la marche, qui s'appelle le Shirley Ryan Institute. Et cette association a été primée au prix Galien. Le prix Galien, c'est effectivement un peu le Nobel du médicament. Et ça, enfin, de la medtech, pas du médicament. De la medtech. Ils ont une partie sur le médicament quand même. Ils ont médicament aussi, ouais, d'accord. Il y a vraiment toute la santé. Après, nous, on concourait effectivement dans la partie medtech, ouais, et notamment dans la partie meilleure collaboration entre une boîte française et une institution américaine. Et moi, j'ai parlé avec des membres du jury. Alors, le jury, c'était vraiment du très très lourd entre guillemets, c'est-à-dire que c'était des CEO de Pfizer, GSK, des gens de la fondation Bill et Melinda Gates. Enfin, c'est vraiment des gens Top Gun. Ouais, des Top Gun, ouais. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est ce pourquoi ça a été choisi Wondercraft, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir au quotidien sur un nombre incroyable de gens et pour lesquels aujourd'hui il n'y a pas de solution en fait. Vous prenez Kevin, si Kevin il veut passer beaucoup de temps debout, aujourd'hui il n'a pas de solution. Ouais, alors il nous reste 1 minute, je t'avais peut-être déjà posé la question et j'ai oublié la réponse. Ce que je trouve dingue, c'est une équipe d'ingénieurs il y a 8 ans. Pourquoi se lancer le plus grand des défis? C'est-à-dire, il y a ça et puis il y a aller sur Mars, quoi, en fait, globalement. Hein, on l'a bien compris comme défi. C'était quoi ton moteur? Un truc familial? C'est quoi l'histoire? Alors, on est plusieurs en dans l'aventure. 1 minute, si possible, Mathieu. En 1 minute, ouais. Nicolas, qui est mon associé, son moteur, clairement, c'est familial. Moi, mon moteur, c'était de me dire, je veux quelque chose qui soit à la fois complexe, parce que intellectuellement, c'est vraiment super stimulant. C'est tellement sympa de résoudre des challenges qui sont vraiment compliqués. Mais pas pour rien, en fait. Pas un challenge pour le challenge. Un challenge qui a un intérêt pour le plus grand nombre. Et cette combinaison des deux, c'est ce qui fait vraiment la culture et l'ADN de Wondercraft. Et ça porte ensuite. Hein. Ouais. C'est ça. En fait, quand on voit qu'on progresse, qu'on arrive de plus en plus à faire des choses qui, il y a 1 an, n'étaient pas possibles. En fait, quand on regarde en arrière, on se dit, il y a 1 an... C'était nul ce qu'on faisait en fait quand on regarde où on en est aujourd'hui. Et tous les ans ça fait pareil en fait. Tous les ans on se dit mais c'est pas possible que c'était ça qu'on faisait il y a 1 an. Il y a 1 an on était content avec ça, mais en fait c'était vraiment pas bien par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
Et voilà, c'est ça qui porte au quotidien. Ouais. Mathieu Masselin, le fondateur de Wondercraft, était avec nous. On repart, les amis, on repart. Et alors, on repart avec la guerre du cornichon. Enfin, bah oui, il faut bien en entendre parler. Donc, c'est Delphine Dubois qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Cofondatrice des Trois Chouettes. J'avais fait connaissance avec ce couple d'entrepreneuses il y a combien de temps que vous avez démarré? Parce que c'était au tout début, 2016. Ça fait 4 ans et demi. Et je crois que vous nous aviez rencontrés, je pense, il y a 2 ans à peu près. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Et le truc, je vais vous le dire très très vite, c'est quand même, en gros, elle nous vendait, mesdames, messieurs, on va réinventer le cornichon. Vous vous dites, j'en ai rencontré des entrepreneurs avec des domaines d'expertise un peu particuliers, mais le cornichon, j'aurais pas cru. Et en fait... On l'a fait. Non, mais, on est en train de le faire. C'est ça, vous l'avez fait. Non, mais surtout, c'était en fait l'amorce d'un mouvement que je trouve très intéressant en ce moment. Je l'ai écrit comme ça d'ailleurs, nouvelles entreprises agroalimentaires, c'est-à-dire, d'ailleurs, je crois que... alors c'est Michel et Augustin, oui. Les Petits Sablés, qui a investi aussi chez vous. Au moment de la levée de fonds, voilà, qui a eu lieu là, cette année. Ouais. Il y a depuis quelques années une émergence de start-up de l'agroalimentaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Delphine? Et moi, je voulais commencer par là. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui à de jeunes entrepreneurs de se lancer dans l'agroalimentaire, qui était quand même un domaine compliqué à adresser il y a encore quelques années? Ouais, alors je pense que ça reste un domaine très compliqué. Ouais, ça reste compliqué. Ça reste compliqué, hein, de l'étape du développement jusqu'à la mise sur le marché. Oui. Et après, le chemin n'est pas si simple. Il faut vraiment convaincre chaque consommateur un à un. Donc, c'est pas si simple. Après, je pense que c'est beaucoup de passion. La passion du goût, la passion de réinventer des choses, en fait. Et là, en l'occurrence, avec Elodie, on est parti d'un constat simple qui était que 90% des Français consomment du cornichon. 75% des Français qui achètent ces cornichons de marque leader pensent que c'est un cornichon français, mais non. Genre Amora, par exemple. Voilà, exactement, pour ne citer que. Et ils pensent que c'est un cornichon français, mais en réalité, c'est une filière qui existait en France, mais qui a été complètement délocalisée en Inde depuis le début des années 2000. Donc, avec Elodie, on avait cette passion de l'alimentation, on partageait sur plein de découvertes, mais quand on a eu vent de cette histoire, et puis qu'on est allé rencontrer ces producteurs... De ce scandale stratégique et patriotique, quand même, bon Dieu. On est allé rencontrer ces producteurs qui, en France, produisaient le cornichon français et qui se sont vus, du jour au lendemain, abandonnés par ces industriels. Et qui, du coup, aujourd'hui, limite... pour certains, perdent un peu de savoir-faire. Donc, en France, on perd ce savoir-faire sur le cornichon. On s'est dit, on veut une alternative. Il y a un savoir-faire sur le cornichon. Bien sûr. Et c'est un savoir-faire qui est... je veux dire, le gars qui fait du cornichon, par exemple, il ne peut pas faire du concombre. Qui vient de loin aussi, d'ailleurs. C'est de la même famille. D'accord, le concombre est quand même le cousin du cornichon, mais c'est une des cultures qui est la plus exigeante, puisque c'est une récolte tous les jours. C'est une récolte tous les jours. Tous les jours, en fait. D'un jour à l'autre, le cornichon peut doubler de volume. Donc c'est une culture qui est très exigeante. C'est encore une récolte qui se fait à la main, encore aujourd'hui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les industriels sont partis en Inde pour aller chercher une main-d'œuvre moins chère. D'ailleurs, vous les avez pas vraiment rapatriés, c'est-à-dire que vous avez trouvé un moyen de mettre d'autres légumes Exactement. Alors, dans le vinaigre doux à la place des cornichons, et c'est ça qui est génial. Tout à fait. La première étape de notre projet, c'est d'avoir trouvé une alternative à ce cornichon en proposant des pickles. Et ces pickles, qui sont réalisés à partir de légumes bio, mais de divers légumes, permettent aussi d'adresser d'autres usages que la simple raclette, je ne sais pas si vous en faites en ce moment, ou la planche de charcuterie qu'on connaît bien. Nos pickles de légumes permettent aussi de réveiller des assiettes végétales, parce qu'on est quand même sur une tendance de végétalisation des assiettes, mais également qu'on vienne très bien pour des apéros. Ça, c'est la première étape, c'est l'alternative au cornichon. La deuxième étape, et ça va venir cette année, c'est d'aller chercher ces producteurs français qui veulent bien, pour nous, se remettre à une culture du cornichon. Et nous aurons cette année, on vous en fera parvenir un bocal dès qu'il sort de l'atelier. Nous aurons normalement 2 recettes de cornichons français, bio et français, qui arriveront. Alors, il se trouve que, coïncidence, parce que cette interview est programmée depuis peut-être je ne sais pas combien de temps, au moins 2 semaines. Hier, donc Andros, tout le monde connaît Andros, rachète donc Spreewald de Conserve, que moi je ne connaissais pas, vous non plus visiblement. Vous connaissiez un petit peu? Non, mais un petit peu. Cornichon est allemand. C'est une marque allemande,
Ouais. J'ai lu un peu le truc parce que vous veniez, c'est quand même super intéressant et ça vous donne raison. Sur l'ensemble de l'effondrement de l'économie est-allemande sur le tournant des années 90, c'est une des seules entreprises, en effet, qui a tenu le coup. Vous vous rendez compte ? Voilà, avec un savoir-faire de valorisation du légume local. 115 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même, exactement, les gars. Exactement. Allemagne de l'Est. Oui, non, tout à fait. Et puis, ça montre aussi le regain de l'appétence des Français pour la conserve. L'an dernier, en 2020, je crois que c'était plus 8% de croissance sur de la conserve de fruits et légumes. Ouais. Alors, bien sûr, lié au confinement, mais lié aussi au fait que la conserve, c'est un produit... c'est de la sécurité, c'est consommer du légume toute l'année, c'est aussi la tradition un petit peu qui revient. Oui, mais alors vous croyez que ça c'est une... Parce qu'effectivement, puis je pense qu'on l'a tous expérimenté, globalement, notamment au cœur du premier confinement, vous êtes au supermarché dans les heures autorisées, et c'est vrai que vous vous retrouvez devant l'étal de fruits et légumes, et vous dites, il y en a combien qui l'ont touché quand même, cette carotte ? Et tout à coup, vous avez la conserve à côté, et vous êtes sûr que celle-là... Oui, tout à fait. Donc, elle a été aseptisée, quoi. Donc, oui, voilà, et puis... C'est peut-être c'est une lame de fond pour vous ? C'est quelque chose qui peut durer, qui peut... Alors, ça durera, c'est sûr. Et pour moi, encore une fois, il y a eu l'effet du premier confinement. Il y a aussi une tendance de fond qui est de consommer plus de légumes, plus de fruits, végétal, voilà, plus de végétal, consommer du légume toute l'année, profiter, d'un... Voilà. Mais je reviens sur vos pickles, parce que c'est le défi entrepreneurial, moi, que je trouve... vraiment impressionnant. Parce que vous regardez ça, mesdames, messieurs, si vous êtes, beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs, la masse d'intermédiaires, pour arriver à ce bocal, et pour arriver à ce que ce bocal de pickles, il soit dans les rayons de la grande distribution, parce que c'est quand même là que ça se passe. Ouais. Mais quel boulot de dingue! Pour le coup, je ne peux qu'en attester. Et c'est vrai qu'on s'efforce de faire un travail quasiment du champ à l'assiette. Mais vous êtes obligé. C'est-à-dire vous recréez toute la filière. Exactement. Donc, on s'adresse à des producteurs en direct, installés près de chez nous. Même le vinaigre dans lequel sont ces pickles. Alors, le vinaigre, bien sûr, il faut le sourcer. Donc, tous les approvisionnements sont faits chez nous. Donc, pour la majorité, c'est quand même du légume qu'on met dans nos conserves, et c'est le plus important. Et on fait tout ce travail aussi de remonter les filières. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même en bio, alors la bonne nouvelle est tombée là en début d'année. En bio, par exemple, on n'a pas de sucre bio français. Donc on utilise du sucre bio du Brésil, et on s'améliore au fur et à mesure sur les approvisionnements. Delphine, c'est pas un peu absurde d'aller chercher du sucre bio au Brésil ? Enfin, du sucre pas bio en France, il est quand même... Oui, je ne sais pas si dans le bilan de l'ensemble de la protection... Mais regardez, après, ça fait le cercle vertueux, et que de nouveau, on a des betteraves sucrières tout à fait. Françaises et bio. Voilà, donc ça, c'est encourager un cercle vertueux. Donc oui, du champ à l'assiette, c'est une démarche qui est compliquée. Là, ça fait 4 ans et demi, et je pense qu'on commence à avoir de belles réussites à notre... Un mot, parce que je pense que c'est ça aussi qui est à l'origine de cette éclosion de start-up dans l'agroalimentaire, c'est la mutation de la grande distribution. Et il y a 10 ans, je pense que même rencontrer un acheteur, c'était même pas la peine. Là, en fait, ils sont demandeurs d'histoires comme les vôtres. Vous donnez en fait de l'imaginaire, des histoires, des combats dans leurs rayons. C'est passionnant en fait. Tout à fait, et j'ajouterai à cela, alors nous c'est plutôt la catégorie des condiments qui nous intéresse quand on regarde cette catégorie-là. Alors en plus, Cette catégorie-là, dominée par des acteurs historiques, 80% du chiffre d'affaires des rayons condiments est réalisé par ces acteurs, et c'est vraiment des usages, peu d'innovation, des acteurs peu engagés. Aujourd'hui, on voit peu de bio ou de français dans ce rayon, et surtout tourné sur des usages de viande. Donc la moutarde, un rayon standardisé au possible, des cornichons tout verts qui viennent sur les planches de charcuterie et sur votre raclette. Voilà, j'adore ça moi aussi. Bien sûr. Voilà. Toutes les sauces possibles et imaginables à mettre dans les hamburgers. Exactement, dans les des comme sauces tartare, des sauces. Mais c'est surtout Samouraï, la moutarde qui accompagne quand même la viande. Bon, mais alors, donc nous, on veut souffler un vent d'innovation. Ouais, mais ce qui est génial, c'est qu'ils le comprennent, puisque c'est donc Spice Capital, j'adore le nom, et donc c'est le family office de la famille Ducrot, c'est ça ? Oui, donc exactement. Ducrot, c'est des carcasses. Ouais, tout à fait. Vous étiez né, vous, pour Ducrot, c'est des carcasses ? Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Ducrot, c'est des carcasses. Mais tout le monde connaît Ducrot. Et donc c'est eux, ils sont parfaitement conscients de ça. Et donc tout à fait. C'est eux qui vous financent en partie.
Exactement, et on est ravis de d'avoir de ce partenariat. Et c'est vrai que la personne qui nous accompagne est la nièce du fondateur de la famille Ducrot, du fondateur Ducrot. Et c'est vrai qu'elle a vu toute l'évolution des épices en vrac Ducrot jusqu'à leur mise en petits pots dans les étals. Donc elle est passionnée par cette catégorie. Elle est vraiment au fait aussi que s'opèrent quand même des mutations dans les habitudes de consommation. Et elle ne peut que valider le fait qu'il y a besoin d'un renouveau, besoin d'accompagner et de rehausser, d'apporter du relief. Delphine, dans l'industrialisation de tout le process, parce que maintenant vous allez monter en puissance, j'imagine que Ducrot, ça doit aider un petit peu quand même en termes de savoir-faire, de grande quantité, d'industrialisation et tout ça. Alors, aujourd'hui, le fonds n'a plus rien à voir avec l'entreprise Ducrot qui s'est fait racheter par Marc Cormick. Mais en effet, c'est surtout de l'expertise. Mais tout à fait. Voilà. Et puis on est aussi entouré par d'autres experts et heureusement, ça va. Super intéressant. On va profiter à plein de donc, alors, j'ai pas encore montré une magnifique photo qu'on va voir là, donc sur ce qui est maintenant justement cette déclinaison, c'est-à-dire ce que vous disiez. Donc, vous avez lancé, donc c'est une nouvelle marque qui s'appelle Mazette. Oui. Voilà. Et donc pour démocratiser vraiment ce pickles, l'installer à côté du cornichon. Et donc là, l'idée, alors regardez pas la photo parce que sinon, ça sera pas bien dans le micro. Vous la connaissez par cœur, vous de toute façon. Ouais. Et donc l'idée, c'est justement, comme vous dites, de relever l'ensemble des plats végétaux qui sont aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, les condiments, les aides culinaires, on le voit en poupe. Les assiettes se végétalisent et l'idée, c'est de trouver ce qui va apporter du goût, de la texture, de la saveur. Donc, les pickles sont un exemple. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même, il y a une opportunité à apporter des condiments bio et français, on en a parlé. Et puis là, à l'heure du confinement, le condiment, c'est quoi ? C'est ce qui fait passer une assiette ordinaire, l'assiette du quotidien, à une assiette de chef. Et les restos sont fermés aujourd'hui. Ce qui a été un choc pour vous d'ailleurs. C'était 40% de votre chiffre d'affaires. Oui, exactement. Donc ça a été. On a hâte de la réouverture de ces restaurants. C'était 40% du chiffre d'affaires. Alors heureusement, le lancement de cette marque Mazette en grande distribution a été un levier de croissance. Ouais. Mais on a tous envie de retrouver ces moments de partage au restaurant. On s'improvise chef chez nous et c'est pour ça qu'on utilise des condiments. Bon. Voilà, et enfin, il y a un éventail des possibles, un champ infini des possibles sur le condiment, pour voyager aussi. Un champ infini des possibles sur le condiment. Bravo Delphine. Merci Stéphane. Formidable aventure. Donc ça s'appelle Les Trois Chouettes, la marque Mazette, les pickles, tout ça. Vous avez tout ça pour l'infini des possibles.